Débriefing du Grand Prix de Grande-Bretagne sur F1 TV, mon cher Ziv, depuis Silverstone, le temple du sport automobile britannique, hein, et même le berceau de la Formule 1, parce que c'était le théâtre du tout premier Grand Prix de l'histoire, dont on fêtait d'ailleurs le 50e à Silverstone cette année. On n'a pas été déçus parce que vraiment, il y en a eu pour tous les goûts. Oui, Silverstone a été remis au goût du jour et puis ça lui a fait beaucoup de bien parce que c'est devenu un circuit tout à fait moderne, hein, à bien des égards, et puis il y a un engouement parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est le berceau du sport automobile en Angleterre. Enfin, cet engouement populaire était chouette à voir. En plus, bon, ils ont été gâtés parce que les pilotes britanniques se sont tous mis en évidence. Il y a 80% des écuries de F1 qui sont basées là, évidemment, et il y a quand même pas mal de pilotes anglais qui sont dans le coup, à commencer évidemment par Lewis Hamilton. Alors Lewis Hamilton, on l'attendait parce qu'on savait que c'était un Grand Prix où, sur son terrain, il devait absolument réduire l'écart avec Rosberg, et puis ça a très mal commencé, parce que même si aux essais, il avait plutôt l'avantage sur Nico, on savait qu'en qualif, dans la manière de gérer en plus Q1, Q2, Q3, hein, c'était pas évident avec cette météo. Et effectivement, c'est lui qui se prend les pieds dans le tapis, alors qu'il était beaucoup plus vite. Oui, bon, il était plus vite, il était dans son jardin, il était galvanisé par le fait de rouler devant son public. Et puis, bon, il se prend les pieds dans le tapis en Q3 comme souvent il n'a pas été le seul. Bien Ça a sûr. été une loterie. Ce dernier tour, c'est vrai qu'il s'en est voulu, hein. Il fallait voir sa tête, hein. Donc il a très fort pris sur lui parce que il a avorté son tour alors que Rosberg a continué. Le championnat va se jouer à ces petits détails, hein. En tout cas, chapeau Nico Rosberg parce que on dit oui, Hamilton est plus rapide, etc. Mais bon, il a été accroché cette pole, hein. Donc Rosberg, il est vachement solide et il est solide dans sa tête parce que même Hamilton, on l'a vu après, il s'en voulait à tel point qu'il ne trouvait pas les mots. Il a du mal, effectivement, à gérer les émotions, Lewis Hamilton, et c'est peut-être là que, effectivement, Rosberg a l'avantage. Hein, il y a un avantage peut-être en vitesse pure, même si tout ça est relatif. On se rappelle aussi de Prost Senna ou d'autres grands duels d'équipiers, Mansell-Piquet par exemple, où voilà, il y avait un avantage dans une catégorie ou dans une certaine partie du jeu et puis pas dans l'autre. Alors, Lewis, où je trouve qu'il est sorti grandi de ce week-end, c'est que, comme tu dis, samedi, il était sans mots et il n'arrivait pas à gérer l'émotion. Et là, quelque part, c'est la faiblesse d'Hamilton qui apparaissait. Et il est arrivé dimanche matin quand même gonflé à bloc parce que c'est vrai que la faute, entre guillemets, qu'il a commise samedi et qu'il a assumée, beaucoup l'auraient faite. C'est vraiment des circonstances très particulières. Hein. Il pleut, on est moins vite. Un secteur, deux secteurs, bon, on rentre au stand. Il y a tellement de séances où on a vu ça, bon, et c'est presque de la chance ou de la réussite, en tout cas, que Rosberg aille au bout de son tour. C'est vrai, hein, parce que tout le monde a été surpris. Hein, tout le monde se disait, voilà, la pluie redouble, ce n'est pas possible. Et puis, malgré tout, il y en a certains qui ont... Comment c'est possible? Qui ont amélioré. Tous les observateurs ont été surpris. Eux-mêmes n'en revenaient pas. Tout à fait. Et donc, Hamilton est sorti grandi parce que c'est vrai qu'il a trouvé les ressources, hein, de faire une course magnifique. Ressources morales, hein, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et il a parlé d'ailleurs du fait que, voilà, il s'est retrouvé samedi soir avec ses proches, avec son père, avec son frère, etc. Enfin, voilà, il a vraiment essayé de positiver, ce qu'il a très bien fait pendant la course. Alors, là aussi, la course, bon, malheureusement, on reste un peu sur notre fin parce que le duel avec Rosberg, il n'a pas eu lieu. Cette fois-ci, c'est Rosberg qui est victime d'un incident mécanique. Oui, et ça promettait d'être grandiose, hein, parce que Hamilton revenait à grand enjambé. On avait l'impression qu'Hamilton était vraiment maître de son sujet. Mais bouffer Nico Rosberg, c'est pas si évident, donc il aurait encore fallu le passer. On a été privé de ça. Bon, on a un grand vainqueur, mais également Nico Rosberg a été assez grand dans cette mésaventure qui lui est arrivée, la boîte de vitesse cassée, ça lui arrive. Il sait très bien que le championnat va se jouer sur les abandons des uns et des autres. Il en était à 0 à 2. Bon, là, il a un abandon aussi. Et il a été très cool. Il a été digne. Il a été digne. Et il sait très bien que la chance va de nouveau tourner et que le championnat va se jouer sur des petites choses. Oui, même si ce qui est intéressant, c'est que depuis Monaco, Rosberg avait pris un peu le dessus grâce à certains événements ou éléments. Et puis là, j'ai l'impression que c'est peut-être un autre tournant, que je ne serais pas étonné qu'Hamilton
Alors, on va voir sur les 2 prochains Grands Prix, hein, si Hockenheim et Budapest, on voit que Lewis reprend l'avantage et prend la tête du championnat. Psychologiquement, ça va aussi commencer à peser sur Rosberg. En tout cas, c'est passionnant et c'est un duel qui va nous tenir en haleine, hein, jusqu'au bout du championnat, puisqu'on sait qu'avec les points doublés à Abu Dhabi, hein, avant qu'il ait 60 points d'avance, même Lewis, il y aura de l'eau sous les ponts. Revenons un instant, si tu veux bien, Ziv, à la qualif, avec cette qualif très difficile à gérer à cause de la météo. Mais quand même, en Q1, voir les Ferrari et les Williams qui restent plantés là, là, on se perd en conjecture. Quand même. Oui, ça c'est inimaginable, Pierre, de voir les Williams qui marchaient. Enfin, c'est des avions de chasse. Ouais. Et puis Ferrari ils accumulent les déconvenus hein, cette année, et puis ils se retrouvent éliminés en Q1 avec tous les stratèges et tous les gars de la météo et tout ça. Ils n'ont même pas panaché leurs efforts. Ils auraient entre les deux voitures, ça va là pour Williams aussi. Et donc c'est incompréhensible. Alors c'était hilarant de voir que la meilleure voiture motorisée par Ferrari se qualifie 12e. C'est une Marussia de notre ami Gilles Bianchi. Donc c'est sympa aussi parce qu'on savait que la course allait être mouvementée en voyant ces top teams remonter. C'est sympa pour Marussia, mais c'est risible quand même de se rendre compte que malgré quand on sait les moyens, les ressources, les cerveaux qui sont concernés par la stratégie, par gérer une séance de qualif, et que on se fasse piéger parce qu'on ne sort pas au bon moment, alors qu'on sait que dans des conditions comme ça, il faut être en piste. Parce que si on n'est pas en piste, on ne peut pas prendre la température, entre guillemets, et on ne peut pas, comme tu dis, il suffit de mettre une voiture en piste et l'autre dans le garage, et on a au moins une chance de passer. Non, là, ils sont tellement sûrs d'eux, de leur simulation, ça c'est vraiment typique des ingénieurs, hein. C'est des gens qui ont le côté pragmatique, où normalement, tout est prévu. Eh bien non, c'est pas une science exacte, la F1, la preuve. Mais oui, c'est pour ça que beaucoup de gens se sont plaints que de nos jours, ce sont les ingénieurs qui dictent tout, à la limite qui roulent à la place des pilotes. Non, il faut laisser aux pilotes leur mot à dire, surtout dans ces moments-là. Et ça a eu des immenses conséquences. C'est que ces 4 voitures sont parties derrière, n'ont pas l'habitude de partir derrière au milieu d'un peloton de furie. Et voilà, et alors on a un gros crash au départ. Ça nous a valu un carton, on va en parler dans la deuxième partie, mais ça nous a valu aussi une très belle remontée, enfin 2 très belles courses. Alonso qui sauve un peu les meubles pour Ferrari, et franchement c'est Alonso tout seul qui fait une course comme il en a le secret. Et puis Valtteri Bottas, malheureusement pour Massa, hein, qui est resté sur le carreau pour son 200e Grand Prix, mais Bottas, Ziv, pour moi c'est la course de la journée, hein, c'est le héros du jour, revenir 2e, c'est son 2e podium consécutif. On le sent incroyablement déterminé et sûr de lui. Oui, ça c'est vraiment... maintenant, il confirme vraiment les espoirs qu'on avait en lui. C'est que déjà l'année passée, il avait montré de bonnes choses, mais pas suffisamment souvent. On avait trouvé qu'il était... une mauvaise auto. Avec une mauvaise auto, c'est ça. Il s'était des fois très très bien qualifié. Je me souviens au Canada, 3e dans des conditions très changeantes. Oui, ou en fin de saison, Texas par exemple. Tout à fait. Très bon. Enfin bon. Et cette année, là, il y a une bonne auto cette fois-ci. Et il a une bonne auto et il saisit sa chance. C'est ça qui est très chouette. Il est obligé de battre Massa. Et je trouve qu'il n'y a pas photo parce qu'il est bien plus solide. Et on voit qu'il est solide mentalement, ce garçon. Voilà. C'est un Finlandais. Ce n'est pas toujours le cas de Massa. Il est froid comme tout. On voit qu'il ne laisse pas transparaître ses émotions. Et il ramène les résultats. 2 podiums d'affilée. Déjà en Autriche, hein, il fait mieux que Massa qui était pourtant en pôle. C'est quand même lui qui va chercher le podium, hein, en gérant bien la course, en ne lâchant rien. Et ici... les dépassements qu'il nous a fait, alors certes, il a une meilleure voiture, donc ça facilite un peu hein, son job, mais quand même. Époustouflant quand même. Ouais, voilà, hein, une 2e place pour Bottas, c'est magnifique. Et lui-même a dit, voilà, encore une marche, et puis on va gagner, quoi. Et je me demande si, peut-être, la seule voiture qui a le potentiel de gagner cette année, si c'est pas la Williams-Mercedes. Oui, l'appétit vient en mangeant, et puis on peut le souhaiter à ce cher Frank, hein, parce que c'est chouette de voir l'écurie de Frank Williams revenir aux avant-postes. Parce qu'on n'y croyait plus vraiment, et que là, voilà, il y a une vraie restructuration qui porte ses fruits. Alors, à propos de Williams, juste pour conclure cette première partie, on a beaucoup parlé aussi, évidemment, des débuts de Susie Wolff en F1 vendredi, malheureusement écourtés. Mais je sais que toi, tu as un avis très pointu sur la question, Ziv. Bah oui, Pierre, j'ai absolument rien contre qu'une femme arrive en F1 et je trouvais ça génial. Seulement, je trouve que comme pour les mecs, il faudrait qu'elle arrive grâce à des résultats époustouflants dans les catégories inférieures. Et bon, il faut dire que Susie Wolff n'a pas impressionné, elle a jamais rien fait. Moi, j'ai été voir son palmarès. Bon, elle a roulé un peu en Formule Renault. Là, c'est vrai qu'elle avait pas trop mal marché. En Formule 3, elle a rien fait du tout. Et puis en DTM,
en 4 saisons, une 9e place, 2 10e place. Bon, ça ne suffit pas pour m'impressionner. Et je trouve que une femme, effectivement, en Formule 1 serait géniale comme tout, mais il faut qu'elle arrive en ayant gagné en GP2, en World Series. Alors, c'est un vaste débat. Je crois que les femmes, de toute façon, on ne peut pas comparer des pommes et des poires. Et ici, c'est plus un coup de marketing, il n'y a personne qui le cache, même elle-même, parce que c'est une fille intelligente, c'est une fille mignonne. Évidemment, c'est la femme du patron de Mercedes, ça aide, hein, sinon elle ne serait pas là, hein, clairement, et actionnaire de Williams, by the way. Mais moi, je trouve que c'est quand même un formidable coup de pub pour la F1, parce qu'elle est mignonne, elle est compétente. Hein, je veux dire, les temps qu'elle a fait aux essais à Barcelone, elle est capable de faire le boulot. Alors, elle a peut-être pas le palmarès, mais est-ce qu'elle a eu les mêmes chances que les mecs, comme tu dis? Est-ce que les femmes dans la course ont les mêmes opportunités que les hommes? Moi, je crois que statistiquement, ça n'est pas vrai, et que du coup, quand il y en a une qui émerge, quels que soient les moyens, et je ne parle pas ici de promotion canapé, on ne parle non plus de sombrer dans la misogynie primaire, eh bien, il faut saluer ça. C'est valable pour Simona de Silvestro également avec Sauber, c'était valable pour la pauvre Maria de Villota. On sait très bien qu'elles n'étaient pas là pour leur palmarès ou pour ce qu'elles avaient accompli jusque-là, mais pour l'exercice de style et pour, malgré tout, le sex appeal de la F1, hein, appelons un chat, c'est pas mal d'avoir une femme capable de... Et je crois que le sport a évolué de telle manière qu'aujourd'hui, l'argument de l'instinct de conservation, hein, qui était l'argument de la génération précédente, n'est sans doute plus de mise. Non, et ce qui est vrai aussi, c'est que c'est fort sympa et ça attire beaucoup d'attention sur la Formule 1 et c'est un aspect qu'il faut jamais négliger. Et puis, il faut dire la vérité, c'est qu'elle n'est pas du tout ridicule et ce qui montre que de nos jours, avec les simulateurs et tout ça, il y a moyen de bien préparer qui que ce soit. Et donc, c'est vrai que Susie Wolff ne se rend pas de ridicule et que c'est ma foi bienvenu. Alors, entre faire un temps sur un tour et être pilote de Grand Prix, il y a de la marge. Hein. On verra ça aussi avec Simona de Silvestro, puisque Simona va également participer à des séances d'essai. Et elle a fait une carrière en IndyCar qui peut peut-être justifier sa promotion. Voilà, on en reste là pour aujourd'hui. Et on revient évidemment sur F1 ITV demain avec pas mal encore de sujets polémiques à aborder.